Pour vous. Vous savez, Paul Inchauspé, dans le rapport produit par le sous-comité en 2008, a défini l'école éloignée en réseau de façon géniale, tout simple. Je vous donne sa définition. C'est quelqu'un qui apprend quelque chose avec quelqu'un dans un contexte donné. C'est simple et ça veut tout dire. Alors, ce quelqu'un, ce sont les élèves, le quelque chose, ce sont les éléments du programme de formation. Avec quelqu'un, c'est vous les enseignants, c'est aussi des élèves de sa classe ou des élèves de d'autres classes ou des enseignants de la classe ou de d'autres classes. Et dans un contexte donné, bien en utilisant les technologies. Alors, vous savez, ce moment-ci, c'est un moment où des enseignants ont accepté de partager, des enseignants, des gestionnaires aussi, ont accepté de partager des pratiques qu'on a appelées inspirantes. Alors, je suis contente de vous... ça fait combien de fois que j'utilise le mot contente, là? Alors, je suis heureuse, ça me fait plaisir, c'est agréable, c'est honorable, de vous présenter le premier tandem, qui est Madame... Alors, non, je vais commencer par le début. Alors, le titre, c'est « L'interactivité au cœur des arts ». Alors, Catherine Charland et Alexandra Leblanc-Capuccilli. Caroline Charland, excusez-moi, commission scolaire des sommets. Alors, à vous la parole, mesdames. Alors, bonjour tout le monde. Nous, le projet d'art est né du fait qu'on était 3 nouvelles enseignantes en poste dans 3 petites écoles situées à environ 10 km chacune, et on avait la même direction d'école. On était toutes les 3 au 3e cycle. On avait nouvellement des TBI, puis on était dans l'école éloignée en réseau. Notre besoin, c'était les arts. On dit, bon, on n'est pas super calé en arts. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour rendre ça dynamique et intéressant auprès des élèves? Alors, on a eu la chance d'être libérés, toutes les 3 ensemble, pour monter un projet qui a pris une envergure, une grande envergure finalement, plus que ce qu'on pensait au départ, et c'est un projet très dynamique. Comme on a des classes multi-âges, c'est quelque chose qu'on voulait revivre à chaque année. Donc, on devait avoir des variantes pour pas que ce soit exactement la même répétition auprès des élèves d'une année à l'autre. Parce que moi, j'ai mes 5e années, je les garde, ils restent dans ma classe rendus en 6e année. Tout comme Alexandra et Priscille, qui était une des fondatrices du projet avec nous, qui n'est pas ici aujourd'hui, a participé à l'année 1. Et puis, quand on a fait l'année 2, il y a Julie qui a participé avec nous aussi à faire l'année 2. Comme Priscille n'est pas ici avec nous, on va vous présenter l'année 2 qu'on a fait. Il faut être très bref dans notre présentation. Alors, vous avez l'échéancier de chacune des années qui explique en gros ça ressemble à quoi le projet. Bonjour. Donc, comme Caroline le disait, ce projet-là dure sur 2 ans. On voulait être efficace, on voulait que justement on puisse s'investir dans un projet, mais qu'avec nos élèves, l'année suivante, on puisse le reconduire. Mais évidemment, on a fait quelques modifications. Donc, ce projet-là, en fait, on l'a déjà présenté à la COS pendant 1h30. On va essayer de synthétiser en 15-20 minutes. C'est pourquoi, sur la clé USB que vous avez reçue, vous avez l'échéancier, vous avez les quiz qu'on ne parlera pas aujourd'hui, qu'on ne vous montre pas, mais qui sont sur le notebook, donc des quiz interactifs que vous pouvez faire avec vos élèves. Et vous avez, on a plus d'une trentaine d'artistes qu'on a présentés au cours des 2 années. C'est des artistes, dans le fond, qui partent du début de l'histoire de l'art jusqu'à aujourd'hui. Le projet se voulait justement multidisciplinaire. En fait, on a intégré les arts plastiques, les mathématiques ainsi que le français. Et tout ça avec les outils qu'on avait à notre disposition, donc le KF, le Knowledge Forum. On a utilisé au début iVisit, puis après on a transféré sur VIA pour justement pouvoir mettre des documents, puis utiliser une plateforme différente en fait. Et ce projet-là se voulait dans le fond qu'on initie les jeunes à, dans le fond, découvrir des artistes et puissent travailler en collaboration ensemble avec une autre école. Moi, j'avais 15 élèves, Caroline en avait une trentaine. Depuis la maternelle, ces élèves-là se côtoyaient et à un moment donné, c'est bon d'ouvrir les horizons, puis surtout en vue du secondaire, ils allaient se retrouver.
On a donc décidé, là je ne sais pas, j'en parle sur ta partie, OK. On a donc décidé de leur présenter pour l'année 1, là, je vais juste dire ça brièvement pour vous situer, l'art pariétal. On a fait une activité avec eux où on faisait du modeling, on leur montrait dans le fond comment faire, parce qu'on voulait qu'ils découvrent des artistes, mais ensuite qu'ils deviennent artistes. Donc, on a fait une activité d'art pariétal, on a présenté des artistes et ils ont eu le choix parmi la liste des 14 pour pouvoir ensuite découvrir qui ils étaient, découvrir dans le fond au niveau de la biographie, leur technique, parce qu'on travaillait aussi les procédés, les techniques en art, et on voulait qu'ils communiquent. Donc, qu'ils communiquent ensemble leurs découvertes pour pouvoir partager les connaissances. Alors, c'est pour ça qu'ils ont travaillé sur le Knowledge Farm, qu'on vous montrera un peu plus tard, et qu'ils ont fait des présentations sur VIA Interclasse. Donc, ce travail-là a été fait en collaboration sur plusieurs mois. Bien sûr, c'était à la guise des enseignantes. Et dans le fond, nous, on le bonifie l'année suivante. L'année 2, on a ajouté un volet mathématique. C'est une SAE que peut-être que vous connaissez, qui a été préparée par une enseignante et une CP de la commission scolaire de Saint-Hyacinthe, Sabine Améon, je ne sais pas si je le prononce comme il faut, et Brigitte Provençal. C'est à la manière de Picasso, c'est une SAE faite pour des 6e années. Il y a des contraintes mathématiques, puis on découvre Picasso à travers cette SAE-là. C'est génial. Alors, les élèves, ce qu'ils devaient faire, après avoir réalisé une œuvre à la manière de Picasso, c'était de faire un PowerPoint dans lequel étaient consignées toutes les œuvres des élèves. Ensuite, à travers les 3 classes, on s'échangeait le PowerPoint. Les élèves devaient aller le voir et ensuite envoyer un courriel avec et du groupe à un ami de leur choix. Par exemple, on voit ici l'œuvre de Camille, alors qui était dans ma classe. Un élève d'Alexandra peut dire « Ah, j'aime beaucoup l'œuvre de Camille », fait qu'il envoie un courriel sur l'appréciation en or. Tandis que nous, on l'évaluait en apprécié, puis en français aussi, parce qu'on avait accès à ces courriels-là. Comme il n'y avait pas les courriels de chacun des petits amis, il l'envoyait au professeur qui transférait par la suite. Alors, les élèves étaient très heureux de recevoir des critiques de leur œuvre. C'est ça pour le volet maths. Donc, excusez-moi. Donc, comme on disait, on voulait utiliser vraiment toutes les technologies qu'on avait à notre disposition. On a utilisé le tableau interactif, on a utilisé le Knowledge Forum, VIA, on a utilisé EduGroup, qui est dans le fond notre portail là, pour communiquer, ainsi que bon, PowerPoint, Word, etc. Et dans l'année 2, on est revenu avec le même principe, la même formule. Par contre, cette fois-ci, on a décidé de travailler en collectif, donc de mettre la coopération au rendez-vous. Et on s'est inspiré d'un artiste contemporain qui est Ursus Wehrli, j'espère que je le prononce bien, qui, sur justement YouTube, un autre moyen technologique qu'on peut utiliser, dans le fond, faisait une conférence où ce que lui annonçait qu'il mettait un peu d'ordre dans les tableaux des grands maîtres parce qu'il trouvait que c'était désordonné. Donc, il prenait des toiles des grands maîtres, réutilisait les éléments, les organisait autrement. On a invité les élèves à faire la même chose en équipe et on avait ciblé, dans le fond, peut-être 3-4 artistes. Des artistes, ça leur permettait de les découvrir en même temps ceux qu'on allait proposer pour l'année. Et vous voyez Keith Haring ici, qui est dans le pop art. Puis les élèves reprenaient les éléments et les replaçaient autrement à la manière d'Ursus Wehrli. Ensuite de ça, les élèves, par VIA, présentaient aux 2 autres classes qu'est-ce qu'ils avaient fait. Donc, Keith Haring était dans les 3 classes, mais vu selon la manière des élèves, puis il fallait qu'ils travaillent ensemble parce qu'il y avait un tableau. Aujourd'hui, les tableaux, on peut être plusieurs dessus, là, les nouvelles versions, mais on a l'ancienne version où ils devaient partager le crayon et ensuite faire du copier-coller, bon, tout organiser le tout. Donc ça, c'était notre amorce pour la 2e année. Donc on est parti de l'art pariétal et là, on a fait le contraire. La 2e année, on est parti dans le fond d'aujourd'hui. Un artiste qui est toujours actuel. Et dans le fond, l'échéancier aussi, vous l'avez sur la clé USB. Là, on passe vite là, parce qu'il y a plusieurs semaines. Je vais juste, excusez-moi, vérifier. Là, je veux être sûre que je n'oublie rien. Donc c'est ça. Une fois que le collectif est terminé, comme pour l'art pariétal, on a fait le quiz interactif. Donc, on a vérifié les connaissances des élèves sur les artistes qu'on présentait pendant cette année.
Et le quiz, bon, ça durait dans le fond une période, on s'amusait avec les jeunes pour vérifier leurs connaissances. Et à la suite, à la fin du projet, on refaisait le quiz. Et souvent, ben, c'était gagnant, puis les enfants étaient contents de pouvoir voir qu'ils ont appris. Mais ceux qui l'avaient fait l'année précédente voyaient déjà qu'il y avait des connaissances quand on leur disait en 60 secondes, nomme-moi des artistes. La première année, il y en avait un ou deux, tandis que la deuxième année, oups, il y en avait une dizaine là, qui apparaissaient. Donc, on va vous expliquer un petit peu plus en détail, là, justement, comment on faisait là, les 3 classes par rapport au KF et tout ça via. Alors, c'est un notebook qui était préparé pour la COP, qui, dans le fond, c'est des photos de notre perspective qu'on a utilisée dans le KF. Alors, c'est notre conseillère pédagogique France qui nous a fait toutes nos perspectives. Elle a travaillé très fort. Alors, ça, c'était l'accueil où on retrouvait tous les artistes qui étaient vus. Ça, c'est les artistes de l'année 1. Hein. Vous avez la liste des artistes sur la clé USB. Et ensuite, chaque artiste avait sa perspective avec une œuvre qu'il a réalisée. Et puis, c'était les 4 sujets principaux, c'était les mêmes pour chacun des artistes, soit sa biographie, son courant, ses œuvres, technique et langage plastique, puis bric-à-brac. Donc, les équipes étaient interclasses. Ça veut dire que Alexandra avait 2 élèves, puis moi j'avais 2 élèves qui formaient une seule équipe. Donc, on signait toutes les informations dans le KF. Et puis après ça, il y avait une petite vidéoconférence d'environ une quinzaine de minutes pour décider, bon, toi, dans l'oral, tu vas parler de telle partie, tu vas faire les œuvres, moi, je vais faire la biographie, toi, tu vas faire ça. Fait qu'ils organisaient leur oral comme ça. Donc, ils l'ont jamais pratiqué les 4 ensemble. Là, ils arrivaient au matin de la présentation et puis ça défilait un après l'autre par vidéoconférence. Moi, j'ai des élèves qui étaient extrêmement timides au point de pleurer dans les exposés oraux. Et quand c'était par billard, de parler devant la caméra, de ne pas regarder les autres, ben, ils aimaient ça davantage, ils étaient un petit peu moins nerveux. Alors, c'était un des points très positifs. Alors, vous pouvez voir un petit exemple ici des perspectives que vous connaissez déjà dans le KF. Il y en a une autre ici avec l'œuvre de Picasso. Je vais rajouter que, dans le fond, le but, c'était de découvrir des artistes, mais c'est sûr qu'on voulait motiver les jeunes. On voulait aussi aller rejoindre tout le monde. Donc, il y en a qui n'aiment pas les arts ou qui disent qu'ils ne sont pas bons. Donc, les artistes qu'on a choisis, c'était vraiment des artistes pour essayer de rejoindre le plus d'élèves possible. On avait des sculpteurs, on avait des peintres, on avait qui dessinaient. Donc, il y en a même qui font comme Calder, des mobiles. Alors, les enfants pouvaient choisir un artiste qui l'intéressait à découvrir, mais aussi que pour après, ils puissent créer une œuvre. Le but, c'était pas de refaire une reproduction, mais plutôt de s'inspirer de sa technique, de son courant artistique, pour après ça, réaliser une œuvre. Dans les classes, on a vécu cette partie du projet de façon très différente. Dans le fond, c'est un projet qu'on peut adapter vraiment à notre goût et selon aussi notre réalité de classe. Donc, ayant un petit groupe, moi, j'ai pu me permettre d'aller plus loin dans la production des arts qu'on le faisait en classe, puis on a fait un vernissage à la fin. Tandis que dans les autres classes, ça pouvait être en devoir qui crée une œuvre, ça pouvait être pendant un atelier. Donc, c'était vraiment là, libre à chaque enseignant de le gérer de la façon qu'il voulait. Et les élèves, après, on a fait, dans le fond, une présentation virtuelle des œuvres d'art des élèves. Donc, ça aussi, c'était motivant de voir les autres de l'autre classe, comment qu'ils ont perçu l'artiste, comment qu'ils ont finalement fait leur propre œuvre à partir du travail qu'on avait fait en classe. Donc, ce qu'on s'est rendu compte au cours des 2 années, mais les enfants, l'année suivante, ils nous demandaient est-ce qu'on va faire le projet d'art cette année, même qu'ils voulaient quasiment refaire l'année 1, dans le sens qu'il y avait des artistes qui avaient vu, puis qu'ils auraient aimé travailler sur cet artiste-là. Puis là, nous, on arrivait finalement avec une nouvelle banque de noms. Donc, ça les a motivés. J'ai eu des élèves qui nous disaient justement « Ah, chez moi, on a acheté du matériel d'art. Chez moi, j'ai travaillé, j'en ai fait aussi. » Donc, on voyait que ça avait une répercussion qui était positive. Puis, comme on disait, dans le fond, c'est sûr que tout ce qui est nos mots de vocabulaire, tout ce qui est les textes qu'on avait, on travaillait beaucoup le français, écrit, lecture, oral. Et on a intégré l'année 2, dans le fond, les mathématiques, parce qu'on s'est rendu compte que la plupart des artistes, surtout les artistes contemporains, utilisent la ligne ou le point. Donc, on peut travailler les angles, on peut travailler les formes, on peut travailler beaucoup d'aspects mathématiques à partir d'une œuvre d'art.
Donc, nous, on s'est inspiré de la SAE de Picasso, que là, on vous a montré une seule partie, mais si vous allez sur le récit national, vous pouvez les retrouver et il y a beaucoup plus à explorer. Puis, nous, on s'est même, l'année 1, on a découvert un artiste qui était Kandinsky, qui étudie justement beaucoup le cercle. Puis, au 3e cycle, on va étudier le cercle, justement. Donc, on se dit, pourquoi pas aller plus loin là-dedans. Donc, c'est un projet qui peut aussi continuer là, de grandir. À travers ce projet-là, on a travaillé beaucoup en team teaching. Moi, j'ai trouvé ça formidable de pouvoir avoir justement des plateformes, des outils qui servent pour les élèves, mais qui servent aussi pour les enseignants. Donc, régulièrement, chaque semaine, on se branchait. Ça ne voulait pas dire qu'on se parlait, mais on savait que l'autre était là. Et c'était moins compliqué de gérer les appels et faire des retours d'appels. En même temps, justement, on pouvait travailler sur Google Doc ou d'autres façons, mettre en ligne, puis travailler ensemble, préparer, dans le fond, partager la tâche, en fait. Ça, c'était très gagnant de pouvoir faire du team teaching, de pouvoir justement alléger notre travail. Puis, en ayant des communautés, ça permettait de tout mettre au même endroit, puis d'avoir accès chacune dans nos classes, puis de faire l'activité au moment où on veut. Donc, pour ça, de faire du team teaching, grâce à l'École éloignée en réseau, moi, en tout cas, j'ai changé de commission scolaire cette année et je me sens très éloignée des miens. Et je n'ai pas actuellement les outils. Et franchement, là, on parlait des élèves tout à l'heure, que c'était motivant d'utiliser les technologies, que oui, la relation est importante. Justement, moi, mes relations, ça fait 10 ans que j'ai bâti et j'ai finalement changé de réseau. Et ça me manque beaucoup. Mais surtout, de pouvoir justement utiliser les moyens pour pouvoir partager, pour pouvoir échanger au niveau pédagogique. C'est vraiment gagnant. Fait que moi, j'y crois à l'École éloignée en réseau. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui, très fière d'être avec vous. Donc, pour terminer, on a eu un petit volet. On était vraiment motivés l'année passée. En tout cas, ça faisait 2 ans qu'on travaillait justement en équipe, même si on n'était pas dans la même école. Puis, on a poussé un petit peu plus loin. On faisait de la correspondance avec le Burkina Faso. Et c'est de la correspondance à la bonne vieille manière, là, papier-crayon. Mais on a poussé plus loin pour faire une rencontre par via, pour pouvoir rencontrer justement nos correspondants. Je ne sais pas si tu veux juste rajouter quelque chose là-dessus. Je t'ai soufflé, je voulais passer le micro, là, mais finalement, je vais garder. Bref, on a terminé, mais en conclusion, c'était juste justement riche de pouvoir traverser les continents puis rencontrer les gens avec qui on travaillait par correspondance. Autant eux de nous voir que nous de les voir, puis de pouvoir échanger, même si c'était juste une rencontre, ça valait le coup. Donc, voilà, fait que c'est motivant, puis nous, ça nous inspire là, pour faire d'autres projets là, dans nos classes. Merci. C'était pas sur le Burkina que je voulais ajouter quelque chose. Moi, je crois sincèrement que pour que ça fonctionne, l'École éloignée en réseau, il faut être avec des partenaires qui nous conviennent, avec qui on travaille bien et on s'entend bien. Comme elle a dit, moi, j'ai perdu ma partenaire. On a perdu Priscille aussi la première année. Alors, c'est plus difficile de bâtir et d'être très, très vivant dans l'École éloignée en réseau quand on n'a pas de partenaire fixe ou stable ou avec qui on peut travailler beaucoup. C'est gagnant. Puis ce qui est gagnant aussi, c'est d'avoir des moments pour se rencontrer en personne. Comme vous l'avez dit, on a eu des journées de libération la première année. L'année passée, on a été très, très limités. Fait qu'on se rencontrait bien sûr sur notre temps personnel le soir après l'école et tout ça. On aurait apprécié d'avoir plus de libération pour être encore plus dynamique. Parce qu'on parlait du team teaching, c'était pas juste en art. Là, on a fait notre éthique et culture en team teach, on a fait nos sciences, on était branchés quasiment 2 heures par jour en vidéoconférence. Alors, on y croit, puis on a... merci de nous permettre de vivre cette belle approche pédagogique. Merci beaucoup. Alors, maintenant, on va aller dans un autre angle, celui de la gestion, c'est-à-dire une directrice d'école qui offre des services en réseau. Alors, Madame Brigitte Bellemare, de la commission scolaire des Rives la Rive du Saguenay. Alors, bonjour, moi, c'est Brigitte Bellemare. Je suis un petit peu nerveuse, mais ça va passer. Je suis directrice de 3 écoles dans le Bas-Saguenay. Les écoles ont une distance, les 2 plus éloignées ont 50 km de distance. Donc, je ne peux pas être dans les écoles tous les jours. Et je fais normalement une demi-journée dans une demi-journée dans l'autre et en alternance comme ça. Sauf que souvent, nous avons des réunions à la commission scolaire. Donc, il y a des écoles où des fois, je passe 2 jours ou 3 jours sans y être.
Donc, dans un premier temps, je me suis dit, c'est sûr que les enseignants et le personnel seront un peu déçus d'avoir une directrice pour 3 écoles. Donc, je me suis fait installer un poste téléphonique pour un seul poste pour les 3 écoles, donc ils peuvent me rejoindre en tout temps. Deuxièmement, maintenant le cellulaire entre, donc ils peuvent me rejoindre en tout temps. Et troisièmement, j'utilise Skype de façon régulière. Alors, quand je me branche à l'école, Skype est ouvert. Donc, les enseignants, le personnel, les secrétaires peuvent me rejoindre en tout temps. Et Christine, je me confesse, même en réunion. C'est ma directrice générale. Alors, ça, c'est dans un premier temps, ça a rassuré beaucoup le personnel et ça me permet d'être présente partout à chaque jour. C'est efficace, ça me demande pas plus d'ouvrage que si j'étais dans une école une journée de temps et que je passerais 3 jours sans être dans l'autre. Et dans un deuxième volet, j'ai commencé cette année, l'année dernière, à faire de l'encadrement d'élèves par Skype. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai un élève dans une école qui c'est un petit popcorn. Quand je suis pas là, il saute. Il saute partout, les profs le courent, les TES le courent partout. L'enseignante a dit, je pense qu'il ne prend pas sa médication. J'ai dit non, c'est pas parce qu'il ne prend pas sa médication, c'est parce que je ne suis pas là. Alors, j'ai dit, OK, on va faire une simulation. Alors, on a ouvert Skype dans sa classe. J'ai rencontré les élèves. J'étais dans mon bureau, je les ai rencontrés, je leur ai parlé. Et je voyais mon petit Gabriel en arrière, toute sage, toute bien tranquille. J'ai dit, Gabriel, ça va bien? Il dit oui. Alors, j'ai dit, tu vois, je dis, moi, là, je suis une directrice, je fais 3 écoles, mais je suis comme Dieu. Dieu est partout, puis moi aussi. Alors, ça a réglé le problème, et je peux vous dire, je pense qu'il y a des enseignantes qui peuvent en témoigner. L'enfant, maintenant, est tellement sage que l'autre jour, il y avait une intervention avec la TES, puis il était devant l'écran. Fait qu'il était comme ça, puis il parlait à sa TES, puis il dit, qu'est-ce que tu fais là? Il dit, la caméra. Il dit, quoi, la caméra? Il dit, je veux pas que Mme Brigitte m'entende. Fait que ça a du bon. Et dans d'autres écoles, avec les plus vieux, quand il y en a qui se désorganisent, souvent sont en anglais, c'est une suppléante, alors là, il y a une désorganisation. L'enseignante m'appelle, me Skype et me dit, Brigitte, il faudrait que tu rencontres tel élève. Alors, je rencontre l'élève face à la caméra, et quand je reviens à l'école, ça me permet de faire un suivi là, directement, mais le suivi a déjà été fait dès que l'action a été posée. Moi, j'aime ça. Je trouve ça le fun. Et dans un deuxième temps, comme c'est 3 écoles en milieu défavorisé, avec des élèves qui ont, plusieurs ont des gros troubles de comportement, à la commission scolaire, nous avons un centre d'aide pour les élèves en grande difficulté de comportement. Par contre, cette école-là est située à environ 100 km de mon école la plus éloignée. Donc, on ne peut pas prendre les enfants et les amener en autobus le matin et les ramener le soir. Déjà qu'ils se désorganisent, on ne mettra pas du feu à... C'est ça, de l'huile sur le feu. Alors, nous, ce qu'on fait, c'est que dans ce temps-là, la commission scolaire nous alloue des heures supplémentaires de TES. La TES travaille avec cet enfant-là, mais toutes les rencontres avec la psychoéducatrice du centre d'aide se font par Skype. Donc, à chaque semaine, il y a une rencontre avec la TES, l'enseignante et la psychoéducatrice pour voir l'évolution du comportement, etc. Donc, c'est l'année dernière qu'on a commencé ça et c'est très efficace et ça diminue les frais de déplacement et le temps de déplacement aussi parce que c'est quand même 100 km aller, 100 km retour. Et dans le Bas-Saguenay, l'hiver, c'est pas nécessairement évident non plus. Donc, c'est vraiment efficace pour ça. Dans un troisième volet, j'ai copié un peu mes collègues de certaines commissions scolaires l'année dernière. J'ai commencé les CE en réseau, fait qu'avec 3 écoles, on comprend que ça fait environ 18 CE par année. J'aime beaucoup mon travail, mais j'aime aussi ma vie privée. Hein? Alors, on fait les CE en réseau, les 3 écoles ensemble. Et on a expérimenté ça l'année dernière, mais on n'aurait pas pu l'expérimenter si on n'avait pas eu le support technique du conseiller pédagogique Récy, M. Rénal, de Julie, une enseignante, et d'un autre technicien en informatique qui était situé dans chaque école pour m'aider au niveau technique. Alors, ça a été vraiment un succès pour les 3 CE et on reprend cette année.
Puis dans un quatrième temps, là, je vous garoche tout ça, mais c'est correct aussi, là, c'est juste une expérience. Cette année, les parents, lors des réunions des assemblées générales de parents, on doit nommer un parent pour aller au conseil des parents à la commission scolaire, et c'est encore 100 km aller, 100 km retour, et c'est le soir. Ils ont fait le souhait de pouvoir participer aux rencontres du comité de parents par VIA. C'est-à-dire que les écoles du Bas-Saguenay, on va se rencontrer dans une seule école et on va faire les réunions par VIA. On va expérimenter ça cette année. Christine n'était pas au courant, mais tu l'apprends comme tout le monde. Alors, je pense que ça peut être intéressant parce que c'est dans les écoles éloignées comme ça, c'est toujours difficile d'aller chercher des parents pour faire partie de ces rencontres-là. Donc, ça peut être une façon d'inciter et de les motiver à participer à ça. C'est tout. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des commentaires jusqu'à présent? Des réactions? D'ailleurs, c'est M. Richard qui avait présenté l'an passé, là, qui avait témoigné sur les conseils d'établissement en réseau. Alors, c'est intéressant de voir que c'est inspirant pour d'autres milieux. Oui, une réaction. Ben, vous m'avez posé une question tantôt sur comment les professionnels pourraient éventuellement. J'ai trouvé le témoignage de Mme Ainsi-Pierre. En tout cas, si je rencontre des psychoéducateurs, je serais très curieux de leur poser la question s'ils pensent qu'effectivement une intervention, il ne va pas avoir sur lui, mais c'est une intervention auprès d'un élève qui se désorganise ne pourrait pas se faire par ce biais-là. Puis, comme disait Madame, elle a complété ensuite physiquement en présence de l'élève. D'autres commentaires? Je ne sais pas, est-ce que vous voulez réagir? Attendez une minute. En fait, la façon quand on fonctionne avec Skype pour faire une intervention directement quand ça se passe, c'est que ça désamorce immédiatement et l'élève peut réintégrer la classe tout de suite. Normalement, là, il devient assez calme pour réintégrer. Des fois, il ne veut pas me parler du tout, mais le fait de me voir à la caméra puis que moi, je puisse lui parler, ben après, ben c'est comme, OK, on retourne en classe, normalement, ça va bien. Et je fais l'intervention après, quand je retourne en classe et à l'école. Et souvent aussi, on fait une rencontre avec les parents. Fait que c'est comme du direct, là. Merci. Une autre réaction? Commissaire scolaire René Lévesque en Gaspésie, je vous trouve vraiment impliqué dans le projet au niveau de la direction parce que c'est pas toujours le cas. Je pense que les directions sont pas au courant de ce qu'on fait vraiment avec EER dans plusieurs écoles dans notre coin. Puis je trouve ça important que la direction s'implique à ce niveau-là pour faire des petits au sein de l'école. Donc, c'est un modèle, la direction, pour les enseignantes. Puis je pense que c'est important que ça passe par là aussi. On va aller les voir. Alors, je vous présente un autre projet actif, un autre angle, un volet international. Alors ici, M. Gaétan Lachance va vous présenter ce projet. Bonjour. Alors, bienvenue dans l'univers de l'Afrique dans sa simplicité et sa complexité. La simplicité, c'est évidemment des gens qui sont des pays en développement, des gens qui ont peu de moyens. La complexité, c'est la richesse de la culture, etc. Alors, quand je me suis présenté au responsable des programmes d'éducation à mon arrivée, je me suis présenté comme un retraité. Alors, il me dit, ici, monsieur, les retraités, on appelle ça des hommes d'expérience. Alors, ça me convenait très bien. Et puis, le lendemain, j'ai rencontré des conseillers pédagogiques et on me disait, vous, monsieur l'ancien. Là, je disais, ben là, vraiment, ça va pas. Alors, c'était un peu... On m'a fait comprendre que quand on appelle quelqu'un l'ancien, c'est une marque de déférence, etc. Je dis, bon, ça va. Alors, bienvenue. Le projet actif, c'est un projet, je fais ça rapidement, je vous fais un topo. C'est complexe.
On est intervenu dans 3 écoles qui sont 3 univers différents, pas 3 contextes, 3 univers différents. Alors, j'ai essayé de ramasser l'essentiel des informations. Ma collègue Diane, qui était au primaire, n'est pas avec moi. Elle avait un choix entre un voyage en Espagne ou venir présenter. Je comprends pas, elle a choisi l'Espagne. Bon. Alors, objectifs généraux, inquiétez-vous pas, c'est la seule de ces étapes que je vais vous lire. Conduire des actions porteuses de changement visant à augmenter la qualité de l'enseignement dans certains pays francophones de l'Afrique de l'Ouest par l'intégration d'éthique. Assurer une littératie numérique de base à tous les élèves des classes ciblées. Développer de nouvelles capacités avec l'usage d'éthique chez les élèves des classes retenues pour leur pertinence stratégique dans le design de l'environnement d'apprentissage à l'ère numérique. Honnêtement, je n'ai pas tout à fait compris encore, mais ça ne m'a pas empêché de travailler dans le contexte africain. Les principaux acteurs. Alors, qui est concerné? Le projet la Fondation Paul Chenin-Lajoie, qui intervient en éducation de base dans les pays démunis. Haïti, Bénin, Sénégal, Mali, Burkina Faso. Le CIFRIO, vous connaissez l'expertise du CIFRIO en lien avec les écoles éloignées en réseau. Le MREQ, qui est le bailleur de fonds, Ministère des Relations internationales du Québec. Et les 3 écoles dans lesquelles nous sommes intervenus, l'école primaire, Centre A, les élèves de CE2. CE2, c'est l'équivalent, on est dans un système français avec des semaines, des trimestres. Et CE2, c'est l'équivalent d'une 4e année. Lycée privé Saint-Viateur, 6e année. Lycée, ça commence 6, 5, 4, 3, ça va à reculons, jusqu'à la philo. La philo, c'est l'équivalent de secondaire 1 à cégep 2. Alors, 6e année, c'est le début, donc équivalent des élèves de secondaire 1. Et le lycée municipal de Signe-Laguin, qui est les élèves de 5e année, qui est équivalent d'un secondaire 2. Les critères de sélection des écoles, accessibilité à un local informatique. Je n'ai pas dit fonctionnalité de tous les appareils informatiques, je vais dire accessibilité. Motivation des autorités scolaires, ils sont très motivés, je peux vous dire que c'est une des grandes qualités. Ils sont habiles, tant les enfants que les enseignants, que de l'éducation. La recherche d'informations, connaître, voilà une de leurs grandes préoccupations. Disponibilité d'un enseignant intéressé au projet et qui sera assigné au projet. C'était les principaux critères. L'école de Koudougou, à peu près 600 élèves. Le lycée privé Saint-Viateur, 1250. Signe-Laguin, 1010 élèves. Le contexte de réalisation. Alors, calendrier des interventions. Nous sommes intervenus de novembre à décembre et de janvier à avril. Les intervenants concernés, il y avait 2 SF, moi et ma collègue Diane, et 3 enseignants, un titulaire à l'école de Koudougou primaire, et 2 au secondaire. C'est le même principe qu'ici, ça marche par les disciplines. Donc, ça prenait une discipline qui était porteuse. Alors, on avait des enseignants de sciences SVT, sciences de la vie de la Terre, d'autant plus que notre projet avec l'eau, on voulait faire un air image avec nous. La fréquence des rencontres, alors ça s'est déroulé comme ceci. Jusqu'au fait, on les rencontrait, on travaillait avec l'enseignant seulement, et on travaillait à 2-3 fois semaine. Et tantôt, vous allez comprendre qu'au fur et à mesure qu'on avançait avec l'enseignant, il y a des illusions qui ont tombé, il y a des perceptions qui sont tombées, puis il y a des réalités qui sont apparues avec lesquelles on va composer. Les rencontres par la suite avec les élèves. Les élèves ont travaillé après les fêtes, on a commencé à travailler avec les élèves, je vous dirais pas en classe et pas en classe. On travaillait 2 fois semaine avec les élèves, il y avait 2 à 3 séances semaine, et on avait toujours une séance avec l'enseignant où on revenait sur ce qu'on a fait, on préparait ce qui s'en vient. Bon, au primaire, là vous devez comprendre qu'il y a 2 modèles. Alors, le modèle au primaire. Au modèle, Diane a travaillé comme ceci, et c'était volontaire, on a mis ça en place. On était en expérimentation. L'équipe du TAC, avec Thérèse, Émilie, qui suivait le projet, etc., suivait le projet également. Donc, on expérimentait. Les contraintes pour mettre en place ce modèle sont les suivantes en Afrique. 1. Les programmes d'études. Les programmes d'études en Afrique, là, je vais vous le situer. Vous devez prendre l'éducation du Québec dans les années 60, et ça commence à ressembler à ce qui se fait en Afrique. Ils ont des programmes à ce point précis
ils doivent les suivre à ce point qu'un inspecteur peut venir à tout moment dans une école. Nous sommes mardi, on est à la sixième semaine de votre planification française. Vous devriez enseigner telle matière à telle heure le matin. Ça va jusque-là, la précision. Alors, quand on leur demande, voyez-vous un peu de réfléchir dans un modèle où on va parler de l'eau, mais dans toutes les... Bon, alors là, ça cause déjà un problème. Ils étaient un peu réticents. Deuxième chose, deuxième critère, l'impartition de la matière. L'impartition, c'est la répartition. Ils répartissent la matière jusqu'à la fin. Et je vous donne l'exemple du primaire. Un élève au primaire, il va à l'école, il va à l'école, il va à l'école. Rendu à l'équivalent de la 6e année, il y a un examen terminal. Tu as deux choix. Celui-ci, tu as le droit de continuer à étudier. Celui-ci, pas, tu ne peux pas continuer à étudier. C'est aussi simple que ça. Tu recommences ta 6e année. Ce qui fait qu'on a des classes, des fois, où il y a des élèves de 6e qui ont 14 ans. On voit ces réalités-là. Alors, c'est pour ça qu'ils suivent. Et les examens, pour vous situer, les examens, bien, vous voyez un peu ces styles d'examen. On étudie, puis on a un examen, puis c'est un examen d'acquisition de connaissances. Est-ce qu'ils savent ou est-ce qu'ils ne savent pas, puis qu'est-ce qu'ils ont retenu? Ils mémorisent beaucoup. Ils sont très bons au niveau de la mémoire, ils se souviennent de tout. Ils mémorisent beaucoup et pour augmenter leur taux de réussite, parce qu'une école est évaluée sur ses élèves qui réussissent en 6e année, pour aider, ils font des pratiques d'examen. Alors, il y a des périodes où on ne peut pas travailler avec ces élèves-là. Les 2-3 semaines avant les examens de fin d'année, tu oublies ça. Tout le mois de mai, on oublie ça. Il n'est pas question qu'on rentre d'intervenir avec les élèves. Là, on pratique les examens. Alors, ils font des simulations, ils pratiquent, ils ont même des cahiers de pratique d'examen, puis c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, ça, c'était au primaire. Donc, on a proposé... et le dernier point à laquelle on est confronté, une classe d'élèves, la classe d'élèves avec laquelle on travaillait, c'est 80 élèves. L'enseignante est en 4e année, elle a 80 élèves dans la classe. Moi, en 6e année, la 6e année à Saint-Viateur, l'enseignante avait 3 classes de 68 et mon professeur à Séminarin avait 2 classes de 120. Ça, c'est la réalité avec laquelle il travaille. C'est une réalité africaine. Et il manque d'écoles encore, puis il manque de classes. Bon, alors, au primaire, rapidement, ce qu'on a fait, on dit, au primaire, on travaille en classe. Alors, ce qu'on a proposé comme offre de service, on dit, écoutez, on retire l'enseignante, on avait un local informatique, on avait apporté des ordinateurs, on avait un Internet qui était pas là au début, qu'on a réussi à avoir. Et on a retiré l'enseignante, Diane travaillait avec l'enseignante et avec 20 élèves. Elle a sélectionné 20 élèves et elle a travaillé avec. Et quand la cohorte était assez avancée, on a pris 20 autres élèves dans la classe pour faire de l'alphabétisation numérique, etc. Bon. Pendant ce temps-là, le projet payait un suppléant qui était dans la classe pour donner des cours. Et on expliquait à l'école, parce que la problématique de la directrice, c'est que les élèves vont prendre du retard sur ça. Alors, on avait même prévu des périodes où les élèves pouvaient faire du rattrapage, et on payait un suppléant pour faire du rattrapage dans la matière dans laquelle ils enseignaient. Au secondaire, il était hors de question. Au secondaire, ça a été simple. Là, ça a été non, vous ne pourrez pas travailler durant les périodes de classe. On a travaillé en dehors des périodes de classe. On a pris 20 élèves, et on a ciblé des élèves, et on a travaillé avec ces 20 élèves-là tout le projet. En se disant que l'année prochaine, il faudrait trouver une manière de les intégrer et de s'en servir comme leader, comme chef d'équipe et créer des équipes. Alors ça, c'était le contexte de réalisation. L'autre, c'est pas grand temps, alors j'accélère. La description de la démarche, mais écoutez, rapidement, observation en classe. Bon, c'est à partir de là, je vais sauter des coches, vous allez comprendre. Alors c'est là le choc. Le choc, c'est là. Quand j'ai été en classe observée, voici la description d'une classe au secondaire, en 6e année, africaine. Tu es assis, dans sa classe, il y avait 68 élèves, c'est des chaises, tables, donc c'est ça, tous un endroit où tu peux travailler, c'est attaché avec une chaise, donc pas moyen, c'est tout, sont arrangé de 5, donc on ne peut pas déplacer ça, travailler en équipe, c'est pas évident. Dans la classe, le matériel, pour tout et partout, il y a un tableau noir et des craies, ça c'est le matériel pour enseigner, il n'y a pas de manuel scolaire, il n'y a pas de rétroprojecteur, il n'y a pas de display, il y a de la craie, et puis le tableau et l'enseignant. L'enseignant est le centre de la ressource, c'est lui qui détient le savoir, puis c'est lui qui transmet le savoir. Les élèves, ils ont des petits cahiers pour chacune de leurs matières. Ils ont un crayon bleu, un crayon rouge. Un bic bleu pour écrire. Le prof, il parle, puis ils écrivent ce qu'ils peuvent, tout écrire. Puis quand c'est très important, ils écrivent en rouge. Ils écrivent tout dans leur cahier, c'est là-dedans qu'ils étudient pour l'examen. Ça, c'est le contexte d'enseignement. Alors là, je suis comme tombé
Là, j'étais assis, j'observais, puis là, je me disais, bon, pédagogie par projet. Alors, on a regardé, on va dire, OK, la pédagogie de la coopération. Oh. Bon, enseignement stratégique. Là, il faut composer avec ce qu'on a. Alors, on a décidé de faire la démarche suivante. On a eu, avec l'enseignante, la démarche a été celle-ci. Quand on a travaillé ensemble, alphabétisation numérique. Pour les enseignants, ils connaissent les ordinateurs, mais ils n'en ont pas. Ils sont très contents, ils sont avides de connaître et de travailler avec. Ensuite, on fait initiation aux outils de communication. Je les ai dotés, on a ouvert une boîte de courriel. Voici un courriel, tu vas pouvoir te brancher à tel endroit. C'est prévu, on avait un endroit de prévu, puis je vais pouvoir t'écrire des courriels, puis il faut aller régulièrement voir, prendre tes courriels. Les Skype, ils ont été interviewés par Émilie et Thérèse sur Skype. Ils ont appris à utiliser Skype, les outils de communication. Via, non, on ne s'est pas rendu là. Et visite, non plus. Échange et discussion pédagogique. Planification pédagogique des séances de travail, puis intervention auprès des élèves. Voici comment ça s'est passé. Alors, on y était, j'ai dit, on va faire du petit pas. J'ai dit, le premier cours, c'est moi qui le fais, c'est moi qui le donne, tu me suis. Deuxième cours, j'en fais un bout, t'en fais un bout. C'était un contrôle dégressif comme ça. Deux, on n'est pas embarqué dans des choses compliquées au niveau de la pédagogie de l'enseignement. J'ai dit, écoutez, c'est très simple. Ce que tu dois apprendre, là, à la fin, ce qu'on doit faire, c'est que les élèves doivent être capables de travailler sur le KF, aller dessus. Puis ils doivent être capables de faire une recherche Internet et réfléchir. Ça, dans toutes les cultures, réfléchir, bon, ça allait. Et on a commencé comme ça à travailler petit à petit. Des petites activités, les élèves en équipe de 2, toujours en équipe de 2, les élèves. Ça permet d'oublier le nombre d'élèves versus le nombre d'ordinateurs. Et on a progressé, et je peux vous dire, les résultats de la recherche qui sont publiés éventuellement, ils sont très, très intéressants, et la vitesse à laquelle ces enfants-là ont appris est très, très intéressante. Les enfants avaient été sélectionnés. Bon. Au primaire, la problématique, c'est que vous savez, il y a des enfants au primaire, Diane me contait, le premier cours, il y a des enfants, quand je les ai ouverts, les grands étaient illuminés, il y en a qui sont partis à pleurer, ils sont sortis de la classe. Il y en a qui ont peur, ils ne savent pas, ils n'ont jamais vu ça, on est en milieu rural. Bon, alors là, il y a toute cette alphabétisation-là, des années. À la fin, les élèves étaient contents, ils voulaient y aller. Ils allaient sur l'Internet, bon. Mais il faut les amener à ça. Au secondaire, les miens étaient sélectionnés. Il y a des élèves là-dedans qui étaient de milieu aisé. Ils avaient déjà vu des ordinateurs, travaillé sur des ordinateurs, etc. Donc, cette phase-là, on l'a sauté. Et c'était des élèves très intelligents. Alors, on avait cet avantage. Ma première rencontre avec les élèves à Saint-Viateur, l'enseignante n'était pas là. Elle dit, il faut que j'aille voir le directeur, je reviens, puis je vais partir. Je me suis présenté, etc. La première question que l'élève m'a posée, c'est « Monsieur, oui, il dit, est-ce qu'on va être obligé de porter notre costume? » Il dit, comme c'est en dehors des heures de classe. Oh, je ne sais pas, là, je n'étais pas certain. Monsieur, comment est-ce qu'on doit vous appeler? Là, on va en parler. Là, je continue. Là, Mme Zerbeau, mon enseignante, arrive. Mme Zerbeau, il y a des questions. Est-ce qu'on doit porter costume? Elle regarde, elle a dit, vous savez tous très bien le règlement de l'école. Quand vous êtes sur le terrain d'école, vous devez porter le costume, que ce soit en dehors ou non des heures de cours. Alors, ils sont brillants. Ils sont essayés. Bon. Donc, ils sont brillants. Donc, ce sont des élèves qui comprennent vite. Et quant à savoir ce qu'on doit vous appeler monsieur, ils savent très bien qu'ils doivent toujours l'appeler monsieur l'enseignant. C'est comme ça d'essayer. On dit, lui, c'est un blanc. La culture, on va l'avoir. Alors, voilà un peu les composantes avec lesquelles, bon. Et j'insiste sur le point final, tout en composant avec les imprévus. La réalité, quand vous intervenez, il me reste 2 minutes. Ça ne sera pas long. La réalité, c'est important, tout en composant avec les imprévus. La réalité, quand on travaille en pays en émergence, des pays démunis, c'est les imprévus. Ça fait partie du quotidien comme. Exemple, en Afrique, il y a du délestage électrique. Alors, ils publient un horaire après les fêtes, puis ils disent à tel jour, telle heure, tel secteur, il n'y a pas d'électricité toute la journée. Vous voyez, sauf qu'ils ne respectent jamais l'horaire. Fait que là, on est dans le cours, puis cours, c'est plus d'électricité. Là, il faut travailler, il faut occuper les élèves, il faut trouver des solutions de rechange. Ça, c'est une réalité. Ensuite, les connexions Internet. Bon, la connexion Internet, c'est arrivé des semaines, il n'y avait plus d'Internet. Il s'était fait voler le câble Internet, 1 kilomètre de câble Internet, parce qu'il n'y a pas d'argent, les gens sont pauvres, alors ils volent le câble et le revendent pour le cuivre, il y a plein, etc. Donc, on était une semaine sans connexion Internet.
Ensuite, on a manqué d'Internet un autre 2 semaines parce qu'il y avait un conflit en Côte d'Ivoire. Puis une partie d'Internet était alimentée par la Côte d'Ivoire et avait sectionné le cadre dans les conflits dans le temps du président Gbagbo. Donc, on a été coupé. Alors ça, c'est des imprévus. Et le dernier imprévu, non le moindre, la chaleur et la poussière des ordinateurs. La chaleur, ben écoutez, notre cheminée la plus chaude, je me rappellerai toujours, c'était à Londres 47. Il n'y a pas d'air climatisé, là. On est dans une école, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'air climatisé, il y a juste des trains, s'il n'y a pas de bain, il fait chaud, il y a 68 élèves, puis là, tu as des ordi qui chauffent. Les ordi sont malmenés en Afrique. Il y a de la poussière, beaucoup de poussière. Donc, des fois, les ordi, ils tapent. Il faut les faire réparer, les organiser. Je termine en vous disant, voici ce qui sort des participants. L'expérience a été très positive. Ce que les enseignants, les élèves, les directions d'école nous disent, c'est, être en contact avec des élèves de l'international, c'est extraordinaire. Vous savez, une école en Afrique, c'est comme une école éloignée en réseau. Ils vivent dans un pays, mais ils n'ont pas de contact. Et là, ils ont découvert, juste sur l'eau, ils ont découvert, par exemple, que l'eau, ils ont tant d'eau que ça au Québec. Puis ils ne font pas plus attention. Ça, c'est quand on a eu un échange avec la classe d'Hélène Dufault. Bon, et vous voyez, il y a des réalités. C'est extraordinaire. Ils s'ouvrent à un univers. Ensuite, l'alphabétisation numérique, sont tous apprendre l'ordinateur. Et les enseignants, principalement, qui disaient, si on n'apprend pas ça, les élèves, déjà, vont dans les cybercafés qui s'installent. Et déjà, nos élèves connaissent ça mieux que nous. On va être dépassés, ça ne sera pas long. Accès à l'information, pour eux autres, c'est essentiel. Nouvelle méthode pédagogique, bon, ils ont découvert des approches pédagogiques où ce n'est pas le prof qui enseigne de manière linéaire, traditionnelle, c'est l'élève qui chemine, puis je l'écoute. Nouvelle connaissance et apprentissage de la recherche. Je termine en vous disant que les perspectives, on veut consolider la démarche pédagogique adaptée d'intervention. Il y a d'ailleurs 2 ESF qui vont répartir le Burkina ici dans la salle. Élargir l'intervention auprès des autres enseignants de l'école. Évidemment, vous comprenez, les autres enseignants, à un moment donné, ils voulaient aussi participer au projet. Et élargir la communauté d'apprenants en démarrant le projet dans un deuxième pays francophone africain. Si tout va bien, on démarre le projet au Bénin en janvier. Ce qui fait qu'on commence à créer une communauté d'apprenants africaines, francophones, qui va pouvoir se mettre en lien aussi avec les écoles internationales de d'autres pays. Voilà. Alors, enseignants sans frontières. Ici, c'est des enseignants sans limite. Ça va? Alors, voilà. Je pense que c'est important aussi de préciser. Non? Voilà. Est-ce que c'est mieux? Non? OK. Ben, je pense que c'est important de dire que ce projet-là a vu le jour en Afrique parce qu'il y avait ici École éloignée en réseau qui avait fait déjà là sa niche et qui était reconnue. Alors, c'est pour ça que je finis en disant bien, les enseignants sans frontières sont en train de s'approprier et de créer cette communauté-là ailleurs, sur le volet international. Mais ici, bien, nous avons des enseignants sans limite qui cherchent à réinventer le modèle à tous les jours. Tout à l'heure, monsieur parlait d'Hélène Dufour. Je crois que c'est à son tour de venir nous parler de la protection des saumons. Oui. La commission scolaire René Lévesque. Peut-être un petit mot juste avant. Oui, Okay, Thérèse. La chose que je voudrais dire, c'est que... Viens donc ici, Thérèse. Elle a grogné, hein? Juste un petit mot que j'ajouterais sur l'expérience au Burkina Faso. Il y a quelque chose qui était assez fascinant là-dedans. Quand on a analysé les notes des élèves sur le KF, là, entre autres au niveau du niveau d'explication atteint par les élèves, on était très agréablement surpris. Alors, c'est évident qu'on leur apporte, mais peut-être qu'ils peuvent nous apporter aussi. C'est-à-dire, quand on regarde des contextes aussi restrictifs, avec aussi peu de ressources, puis quand même, comment les élèves apprennent, je pense que nos petits jeunes auraient des choses à apprendre de ça aussi. Fait que c'est vraiment un échange, là, réciproque, sous certains égards.
Bonjour. Est-ce que vous m'entendez? OK. Faut que je regarde la caméra. Alors, bonjour à tous. Alors, nous, on va vous présenter notre participation avec l'École éloignée en réseau. Alors, premièrement, comme vous pouvez le constater, on est à l'École des Deux-Rivières. Alors, si vous voyez ici notre école, c'est une école qui accueille des élèves du primaire, du secondaire et des adultes. Et on voit aussi nos deux rivières qui traversent le milieu du village et qui se rejoignent justement à l'arrière de notre école à peu près. Alors, notre école porte vraiment bien son nom. C'est la Matapédia et la Restigouche. Alors, nous, le début de l'aventure a commencé il y a 17 ans, où on a commencé à recevoir, c'est notre 17e année, on recevait des œufs de saumon en février. On les faisait éclore en classe, et quand ça venait le temps, on allait les déposer en rivière. Alors, comme on faisait l'élevage des saumons, c'était important pour les élèves d'avoir la protection des rivières, puis des petits saumonaux qu'on élevait, les élèves n'étaient pas intéressés à ce que ce soit détruit par de la pollution ou autre chose. Alors, on a commencé à faire des interventions au niveau des plantations d'arbres, et aussi ce qu'on faisait avec les élèves, c'est qu'on a commencé l'étude sur le terrain. Alors, nous, on a déjà subi beaucoup d'inondations à cause des glaces au printemps. Alors, notre école a été inondée à plusieurs reprises. Alors, avec les élèves, on regardait, on étudiait les effets des glaces sur notre rivière. On a pris des échantillons aussi au niveau de la pollution de l'eau. On faisait l'étude des macro-invertébrés. Et on continuait, par exemple, de faire le tour de nos rivières pour voir l'érosion, tout ce qui pouvait attaquer notre rivière. Et on partageait nos connaissances avec des plus jeunes. C'est-à-dire que les élèves du 3e cycle, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont aller avec d'autres élèves, exemple la maternelle, où on prend les groupes du 1er cycle et on va avec eux, on leur montre notre étude, on partage nos connaissances, ce qu'ils ont appris dans l'année. Et en juin, les œufs qu'on a eus en février, on va les déposer à la rivière. Alors, on prend les groupes, les plus petits, et on les amène et on leur apprend à déposer leurs œufs de saumon. Il y a même un petit rituel où chaque enfant doit se trouver un nom pour leurs 2 petits saumons et leur petit secret, puis leur donne rendez-vous dans 5 ans. On leur dit pas que c'est pas sûr qu'ils vont venir dans 5 ans. Alors, c'est sûr qu'au début, quand on a commencé avec l'école éloignée en réseau, on a commencé avec 3 écoles périphériques à notre école. La nôtre, celle de Saint-François d'Assise et celle de Saint-Alexis qui avait 20 élèves seulement. Et comme partout, les débuts ont été très, très, très difficiles. On a commencé avec des discussions plus avec Knowledge parce que le iVisit ne fonctionnait vraiment pas chez nous. On a fonctionné pendant 1 an sur le Knowledge pour se rendre compte qu'à un moment donné, on a reçu un courriel de Christine Hamel nous disant « Mais vous êtes qui, vous? » Parce que ça faisait 1 an qu'on n'était pas sur la bonne base de données. Ça ne nous a pas empêché quand même de travailler avec le Knowledge Forum. Alors, on travaillait des problématiques communes, on avait des discussions sur nos écoles, puis on cherchait, par exemple, des solutions à des problèmes ciblés, puis on en profitait pour faire beaucoup d'intégration des matières. Alors, on ne lâche pas. Nous, comme on est en région éloignée, notre problématique, c'était les spécialistes. Les spécialistes, exemple, à un moment donné, à cause des longues distances, la sexologue, elle venait en février ou en mars, puis là, elle parlait volet sexualité. Mais c'est que pour les jeunes qui sont en pleine adolescence, les questions n'étaient pas nécessairement précisément telle semaine en mars. Donc, on a recruté une sexologue, on l'a installée sur le KF et pendant toute l'année, elle répondait aux élèves. On avait fait des groupes anonymes. Il y avait un code secret. Alors, il y avait juste moi qui connaissais le véritable nom de la personne. Même la sexologue ne le savait pas. Et on a vu que les échanges et les questions étaient beaucoup plus pertinentes, et surtout celles des garçons, qu'on est allé chercher, parce que les garçons, souvent, ils ne parlaient pas de ce volet-là. Et là, ils allaient, parce que c'était anonyme, là, on a réussi à avoir beaucoup de questions de la part des garçons pour la sexologue. Et comme on est un petit peu tannant, puis on a dit, bon, la sexologue, ça marchait,
on va peut-être aller voir l'infirmier scolaire. Alors, on a fait la même chose avec l'infirmier scolaire. Puis, depuis 2 ans, on a recruté aussi notre conseillère en orientation. On parlait des écoles où il faut faire des fois 22 fois le même petit discours. Alors, notre conseillère en orientation, au lieu d'aller 3 fois dire la même chose dans les écoles, ben, elle se branche avec VIA dans une école, puis on partage, puis en même temps, les 3 classes, comme ils vont venir dans la même école polyvalente, ben, c'est important pour eux autres. Ça fait comme déjà une première approche, ils se sont déjà vus. Ça fait que quand ils arrivent au secondaire, ils sont moins inquiets parce qu'ils ont déjà des connaissances, ils ont déjà repéré des personnes avec qui ils pourraient travailler. Alors de ce côté-là, c'était très, très, très intéressant. Puis, ben, on s'est dit, à venir peut-être, on pourrait penser au conseiller pédagogique, on pourrait peut-être penser à l'orthophoniste, il pourrait peut-être moyen de faire quelque chose avec ça. Et, ou encore le psychologue, comme par exemple, ça fait quelque chose comme 7 ans qu'on n'en a pas, nous, les psychoéducatrices au niveau de notre école. Ils ont beau faire les demandes, mais il n'y en a pas, ça fait qu'on n'en a pas dans notre coin. Au moins, la commission scolaire en élevée, dans notre bout, on n'en a pas. Alors, on se ferait un chemin vers de nouveaux horizons. Alors, à un moment donné, on est venu ici à une rencontre d'école éloignée en réseau, puis on a eu un partenariat avec les élèves de Bonaventure et ceux de la Beauce, qui eux aussi avaient une rivière qui était comme dans leur village. Donc, on a réussi à se regrouper pour faire des échanges sur notre thème, le thème sur la pollution de l'eau ou encore les algues Didimo, parce qu'il y a une année qu'on a eu des algues Didimo en rivière, la pêche ou les problèmes communs au niveau de la pollution, au niveau du tourisme, est-ce que c'était bon ou non pour nos rivières. Ensuite, à un moment donné, on a eu une possibilité de faire un compte collectif avec les îles de la Madeleine. Là, on s'est embarqué là-dedans, on a dit « Ah, ça va être le fun ». Alors, on a fait un compte collectif avec les îles de la Madeleine, c'était pour le mois de la lecture. On a commencé ça. En 2010, là, on a découvert le KUBP international, alors c'était le thème de l'eau. Alors là, on a trouvé ça très, très agréable parce qu'on a fait plein de travail avec le regroupement de matières sur l'eau. Et l'an dernier, j'ai dit, OK, moi je pense que je vais me faire une classe virtuelle pour mes élèves, puis peut-être pour ceux des années précédentes ou les années qui vont quantiquer qui s'en vont au secondaire. Alors ma classe virtuelle, ce que ça m'a permis de faire, c'est que je me suis fait une communauté. J'ai inscrit mes élèves, j'ai inscrit comme le nom des parents. Donc les parents ont accès à ma planification. Moi, je peux leur donner des courriels. Les enfants peuvent faire des courriels entre eux. C'est des courriels semi-privés parce qu'ils n'ont pas le droit au chat. Ils n'ont pas le droit alors. Et on s'en sert aussi pour faire notre français. Alors, ils savent déjà d'avance que leur courriel peut être lu par l'enseignant, qu'à un moment donné, moi, je m'en sers pour faire mes cours. Et aussi, je trouvais que c'était une belle transition parce que je veux donner aux élèves du secondaire 1, les anciens élèves, où là, ça se parle de bouche à oreille, parce que souvent, quand ils arrivent au secondaire, ils n'ont plus leurs outils du primaire. Alors, pendant 1 an, les secondaires 1, ils ont le droit de garder leur code pour aller dans la classe virtuelle, pour aller chercher les exerciceurs que j'avais donnés, ou pour aller se rafraîchir la mémoire de ce qu'ils ont fait l'année passée. Donc, ça leur donne un support, et au niveau de transition, je trouvais que c'était agréable. Ensuite, vers la fin de l'année, au mois de mai, on a reçu un courriel, le projet Tomatosphère de la NASA. On recevait des graines de tomates qu'il fallait faire germer. Puis là, à un moment donné, on les a fait germer, on a envoyé ça à la NASA, puis avec des recommandations, ils sont repartis avec leurs petits plants de tomates pour l'été. Puis la semaine dernière, on a goûté aux tomates, voir si ça goûtait pareil comme les tomates ordinaires. Et c'est un projet qui peut durer jusqu'à 3-4 ans. Alors, ça, on était bien contents. Puis cette année, même si ça fait juste un mois que l'école est commencée, dès la première semaine, on a une opportunité de faire un concours d'art plastique avec la Moldavie. Le thème, c'était un haut source de vie. On a dit, tiens, on reste encore dans notre thème de l'eau, fait qu'on va embarquer là-dessus. On avait une correspondance de la France depuis 2 ans. Là, on a reçu un autre courriel pour la 3e année. Là, ils se sont tous équipés au niveau de webcam. Puis là, ils ont dit, est-ce qu'on pourrait nous autres fonctionner avec VIA, avec vous autres, avec le Knowledge, avec là, ils sont intéressés à partager les matières et à faire des projets communs avec la France. Et probablement, si c'est possible, on a une lettre, un partenariat avec l'Italie. Alors là, les élèves ont reçu la première lettre, c'était écrit en italien. Ils se sont dépêchés d'aller chercher tous les dictionnaires français et italiens qu'il y avait à la bibliothèque. Parce qu'on dit, ça va être en français, mais on va partager aussi des connaissances, on va apprendre un petit peu le mot d'italien.
Les retombées, bien, c'est sûr que nous autres, il y a des choses, moi j'appelle ça mes cadeaux de Noël, parce que quand je commence une année, je ne sais jamais sur quoi je vais tomber. Puis, je ne peux pas dire que je suis déçue, parce que, avec, exemple, les échanges sur l'eau avec les rivières Bonaventure et compagnie, on a eu à un moment donné un courriel de M. Max Bartois, ça c'est le spécialiste des algues d'Illimont, qui était là-bas en Colombie-Britannique, il avait eu connaissance, que nous autres, on faisait des projets là-dessus, alors là, il voulait venir m'en parler. Les élèves ont écrit en anglais à M. Bartois toute l'année. Alors, on a eu une expérience très, très agréable là-dessus. À un moment donné, l'Université du Québec faisait un concours au niveau des sciences. C'était du matériel scolaire. On s'embarque dans le projet, on gagne 400 $ de matériel scientifique. J'étais contente, ça donnait bien. Ensuite, on a eu une spécialiste en sciences des eaux, Caroline Gillis, qui avait déjà été mon ancienne élève, puis là, elle nous a donné un paquet de documentation, des photographies aériennes, elle nous donnait un support avec l'Université du Québec à Rimouski pour nos travaux sur les rivières, de faire un kiosque virtuel. Nous, on était dans la classe, l'école éloignée en réseau était au complexe des Jardins. À un moment donné, les gens passaient, circulaient, ils pouvaient parler à mes élèves. On était branchés toute l'avant-midi. Ils pouvaient parler, poser des questions. C'est quoi une école éloignée en réseau? Qu'est-ce que vous faites là-dedans? Là, ils voyaient les élèves dans ma classe. À un moment donné, il y a un violonneux qui est venu nous jouer du violon. Les miens étaient dans la classe. On encourageait, on applaudissait, on suivait le rythme. Puis je montrais au monsieur, en faisant pivoter ma caméra, que les élèves participaient, lui trouvaient ça bien comique, parce que lui, il jouait du violon là-bas, puis nous, on applaudissait à Matapédia, c'était un petit peu plus loin. Et pendant le kiosque virtuel, à un moment donné, on entend « Ah, on a un invité spécial ». C'était M. le ministre Lessard qui venait nous parler un petit peu. Puis en fin de journée, ça a été Mme Pauline Marois. Et là, le plus drôle, ça a été les commentaires après ça. Moi, habitant dans le village de Matapédia, les commentaires des parents. C'est-tu vrai? C'est-tu vraiment la vraie Mme Pauline Marois qui ont parlé? Alors, les enfants se pétaient les bretelles. Oui, on a vraiment parlé, Mme Marois. Alors, les échanges internationaux, comme monsieur le président conférencier vient de dire, on a fait l'échange international avec le Mexique, Los Angeles, la Catalogne, Burkina Faso. Juste le langage, juste avoir des interprètes, d'entendre des langues différentes, les enfants étaient émerveillés d'entendre tout ça. Alors, on voit ici les échanges. Ce qui est bien, c'est le volet écriture, le volet lecture. Moi, j'en ai un qui détestait lire, qui détestait écrire. Puis quand ça a été rendu sur le knowledge, avec les outils, on peut voir ceux qui sont lecteurs ou ceux qui écrivent. Il faisait partie de mes meilleurs. Puis je dis, pourtant, à l'école, j'ai de la misère à faire écrire 2 mots. Mais là-dessus, c'est pas travailler, ça. C'est pas pareil, c'est pas écrire, ça. Fait que on a pu le stimuler de ce côté-là. Puis aussi, ce qu'on ne voit pas des fois, c'est le réseau social. Moi, j'en avais une qui était vraiment plus effacée, puis il n'y avait personne, son réseau social, elle ne s'intégrait pas beaucoup. Mais avec les outils, j'ai pu déceler ça, j'ai pu travailler là-dessus. Alors, c'est peut-être une face cachée qu'on peut travailler avec le knowledge, puis qu'on ne sait pas, on ne s'y attend pas à ça. Alors, vous voyez que les outils un peu d'évaluation, de discussion, je commence seulement à tester avec les mots-clés. Alors, je peux faire mes évaluations. Et on peut aussi élaborer des idées. On voit une grosse progression dans l'élaboration des idées, d'ailleurs. Lorsque ER nous apporte, bien c'est sûr, c'est augmenter nos compétences et nos connaissances dans les matières, et aussi, surtout au niveau d'éthique, et Dieu sait que j'en ai besoin. Découvrir de nouveaux partenaires, une ouverture sur le monde, un monde qui est à notre portée, parce qu'on n'est plus limité au niveau du matériel, on n'est plus limité au niveau des spécialistes. C'est des ressources. Puis, c'est surtout qu'on est une école éloignée, mais on ne se sent plus isolé. Alors, les élèves ont fait une petite enquête. Ils ont fait une enquête au niveau des élèves. Alors, ils ont dit, qu'est-ce que ça vous apporte de travailler avec ER? Alors, ils ont dit, parler de nos ressources naturelles, connaître de nouvelles personnes, travailler. Alors, il y a aussi ça, ils ont trouvé ça bien drôle. Ils ont dit, travailler aussi parce qu'il y a des places là qui parlent juste en anglais. Puis là, ils ont dit que cette année, ils se forçaient, puis on a même décidé d'apporter notre professeur d'anglais avec nous. On a dit, gars, on va intégrer les matières, on va faire des échanges par via avec les autres personnes, mais en anglais aussi, pour que ça devienne représentatif d'apprendre l'anglais. Puis, on se fait des amis, alors parler des projets en classe avec des personnes intéressées.
On apprend peu à peu de nouvelles langues. Alors ça, c'était vraiment un questionnaire que les élèves avaient fait auprès des autres élèves. Nos partenaires, ça nous a amené à faire des partenaires dans la communauté. Exemple, la Corporation de gestion des rivières de Matapédia, c'est eux qui nous fournissent les saumons et tout l'équipement, l'aquarium et tout. Les organismes du bassin versant de la rivière Matapédia et de la Restigouche. Tout près de l'école, il y a un club privé de pêche qui nous fournit les pots de saumon, les écailles de saumon pour qu'on puisse les étudier. La municipalité au niveau de l'étude des eaux, l'eau qui est traitée. Et bien sûr, les écoles dans le monde entier. Alors, ce que vous voyez ici, ce sont les élèves de l'an dernier, mes élèves de cette année. Et comme je suis très pourrie au niveau d'éthique, c'est mon équipe, quelques-unes du club informatique, qui, comme vous avez pu remarquer, le PowerPoint est très coloré, c'est parce que ce sont tous les élèves qui l'ont monté. Alors, si moi, j'ai été capable de faire ça avec tous ces beaux projets-là, avec mon peu de connaissances, parce que le PowerPoint, je n'étais pas habile même à le monter. Donc, je crois qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui peuvent encore faire mieux que moi. Merci. Merci beaucoup. Alors, un autre angle, un autre partage, robotique et école éloignée en réseau. Michel Perrault de la Commission scolaire des Laurentides. Bonjour, je vais vous présenter une courte vidéo, à peu près 6 minutes, puis je commenterai après. C'est à propos de l'intégration de la robotique dans les différentes disciplines, mais avec une teinte PER. Voir une caméra à un moment donné, là, ça ne devrait pas être là, mais je vais vous expliquer son utilité dans
c'est ça, la commission scolaire des Laurentides, on a commencé l'intégration de la robotique il y a environ 4 ans. Je ne sais pas, il y a certains peut-être d'entre vous qui se rappelaient, on avait reçu en sciences des boîtes vertes, là, qui sont pour la plupart restées dans les garde-robes. De notre côté, on avait donné des formations en robotique dans notre commission scolaire, mais ça ne levait pas. Fait que le conseiller pédagogique a décidé d'aller dans les classes, puis j'adorais ça, pour démarrer les élèves, puis les profs voyaient que c'était pas si compliqué que ça finalement. Fait qu'on a adopté cette démarche-là. Puis avec École éloignée en réseau, ce qui est arrivé, c'est que on m'a demandé de former les 4 écoles en fond de la robotique. Et puis, on a commencé les formations avec la caméra robotisée que vous voyez au début. OK? Ça, cette caméra-là, l'avantage, c'est qu'on peut zoomer, rapprocher, éloigner facilement avec une télécommande pour montrer les pièces aux enseignants. Fait qu'au lieu de me déplacer dans 3 écoles différentes pour former des profs, à partir de mon bureau, je m'installais avec les documents, les kits de robotique, et puis on pouvait, les profs pouvaient suivre là, les pièces, tout ça. Par la suite, j'allais dans pour les plus jeunes, j'allais dans les classes pour les démarrer. Avec le KF, les classes qui font, on pose la question, c'est quoi un robot? Et là, on démystifie tout de suite qu'il n'y a pas de soucoupe volante, il n'y a pas de martien, tout ça, parce qu'on a vu des réponses là, assez cocasses là-dessus. Okay? Donc, pour le KF, c'est surtout utilisé au début. La vidéoconférence, elle, aussi, je vais former des élèves à distance pour le début. Mais la vidéoconférence va servir après, comme on a eu des classes qui avaient des problèmes avec le dernier robot que vous avez vu là, au 3e cycle, les classes se parlaient par vidéoconférence. Là, comment ça se fait ce capteur-là fonctionne mal, tout ça. Un peu comme dans les autres activités, mais là, propre à la robotique. OK? Mais le KF, pas le KF, la vidéoconférence, pardon, je me suis aperçu d'une chose, c'est que à un moment donné, il y a une petite fille qui était au 2e cycle, qui est arrivée en avant, à la caméra, évidemment, puis elle a dit « Monsieur, quand est-ce qu'on va vous voir? » Ça voulait dire « Viens-t'en, Michel. » Parce que c'est beau la vidéoconférence pour montrer certains aspects, certaines choses, mais les élèves, malgré ça, aiment ça nous voir. Fait que quand même, là, je faisais des tournées d'école, tout ça. Fait que, en gros, c'est ça. Les parents, ah oui, pour les kits, pour les plus jeunes, l'implication des parents. Puis les parents en redemandent. Il y en a même des parents qui m'appelaient au bureau. Quand est-ce que tu fais de la robotique? C'était pas les jeunes. Là. C'était vraiment les parents là, qui adoraient ça. Ça, j'ai trouvé ça bien. On a un bon support des parents parce que pour les tout petits, ça prend, on travaille en équipe de 4, ça prend un parent par équipe. Tout ça. Fait que, en gros, c'est ça. On touche au. Quand on présente en robotique la part des disciplines, la langue, mathématiques, sciences, technologie, les élèves peuvent constater d'eux-mêmes les liens avec le monde du travail, parce qu'on leur présente des photos, tout ça, là, avec, via, à distance, tout ça. Fait que c'est un beau projet, puis c'est gagnant parce que on voit que les jeunes sont motivés énormément en faisant ces activités-là. Je ne sais pas si mes profs ont des choses à ajouter. Les garçons comme les filles. Oui, les filles, on a vu des filles qui allumaient drôlement avec la robotique, c'était surprenant. Les gars font des grosses affaires, des gros véhicules, tout ça, puis ça va pas loin. Les filles, c'est tout petit, mais c'est efficace, c'est drôle à dire. Puis ça, je le note aux filles quand on commence, parce qu'il y a des filles qui nous disent « Ah, c'est une affaire de gars, ça. » Puis même, j'ai vu des filles dire en vidéoconférence à des gars d'une autre équipe « Nous autres, on va vous planter. » Puis ça, je trouvais ça intéressant. Oui, Manon? Peut-être une autre chose aussi, c'est souvent, on n'est peut-être pas tenté parce qu'on pense que c'est très difficile. En tout cas, si on a le soutien de notre conseiller pédagogique au début, je pense qu'après ça, tout le monde va embarquer là-dedans. C'est sûr que les enfants, moi je suis au 3e cycle, ça fait plusieurs années qu'on le fait avec Michel. L'année passée, c'était avec le nouveau matériel NXT. Ça va vraiment bien. Avant, c'était les blocs ACX. Ça, c'était difficile quand on faisait le montage. Des choses qu'on peut faire ou qu'on pourrait peut-être pousser un petit peu plus loin, qu'on avait commencé il y a quelques années, c'est que les enfants font de la programmation, puis là, ils l'envoient à une autre école, puis eux doivent le faire, puis ensuite nous le présenter.
Alors là, souvent, ils voient que la façon dont ils ont fait leur programmation, ça ne fonctionne pas parce que les autres essayent de le faire, puis le mouvement qu'ils voulaient faire, c'est pas du tout ce qu'on voit à l'écran. C'est des choses que moi, en tout cas, l'an passé, je n'ai pas essayé encore avec Michel, ce qu'on a fait à la fin de l'année. Mais je pense qu'il y a beaucoup de possibilités. Puis même si on pense qu'on est vraiment nul en robotique, là, ça fonctionne, je vous dis. Il y a beaucoup de liens à faire en sciences et technologies, mais je me suis assis avec la conseillère pédagogique en mathématiques chez nous. Puis je vous jure, le programme de mathématiques, c'est à peu près le 3/4 qu'on peut faire avec la robotique. OK? Fait que ça, là, on a fait les liens, puis on a mis ça en surbrillance. Là, je vous donnerai le lien. J'ai mis ça sur un serveur, pardon, pour faire les liens avec les connaissances de la progression des apprentissages. Puis cette année, nous on va expérimenter avec 2 TBI, 2 classes qui font le même projet pour la résolution de problèmes, faire un genre d'ordinogramme là, où on serait capable de présenter ça sur le TBI, puis où les élèves viendraient en avant pour essayer de résoudre les problèmes là, pour le défi. On donne des défis souvent. Ils font des exercices, les élèves, mais on finit avec des défis. Ça, c'est intéressant là, pour l'intégration des matières. C'est tout. Ah, excusez. Faire du pouce. Oui. On dit, nous, on expérimente la robotique, on observe des choses au niveau de la persévérance, particulièrement les garçons et les filles. Ce qu'on a observé, c'est que les filles, le garçon, il va vouloir faire sa programmation tout d'un coup. Il va essayer le robot, puis si ça ne marche pas, il a tendance à se décourager. La fille va y aller plus par étapes. Je fais un bout, je valide, je fais un bout. Mais étant donné que la motivation elle est grande, je travaille avec la technologie, le garçon, on va aller chercher la persévérance. C'est un outil intéressant quand on veut travailler la persévérance chez les garçons, de travailler avec du matériel qui stimule beaucoup. Oui? Je suis directrice d'école, donc ce que je préoccupe, c'est qu'on ait ça toutes les classes. J'ai des écoles qui ont acheté qui ne sont pas nécessairement ER, qui ont acheté des kits pour une classe en entier. Ça revenait à peu près à 3 000. C'est dispendieux, mais je peux vous dire, les retombées, j'en ai jusque sur mon bureau, c'est des lettres de parents, de profs et d'élèves qui me disent, qu'ils comprennent mieux les maths depuis qu'ils font ces exercices-là. Mais pour vous rassurer, on peut acheter, parce qu'une classe en robotique, un avant-midi de temps, mettons, là, on fait des activités, quand vous sortez de là comme prof, parce que là, on ne peut pas leur dire, là, silence. On ne peut pas leur dire « bouge pas » parce qu'il faut qu'ils se promènent. Fait que quand ils ont chacun un kit, là, ça brasse, puis c'est exigeant pour les profs et les conseillers pédagogiques quand ils sont là. Par contre, vous pouvez acheter 2 ensemble. On travaille en atelier. On travaille par 4 par kit. Ça veut dire qu'avec 2 kits, comme Manon, on en a 2 chez vous, je pense. Fait qu'on travaille 8 élèves à la fois, puis on tourne. Ça, c'est plus tranquille. Puis pendant ce temps-là, les élèves peuvent quand même faire leur programme sur papier, leur ordinogramme, leur préparation, tout ça. Ils vont la faire sur papier. Quand ils arrivent pour faire le défi, ils sont déjà avancés. Mais c'est vraiment pas un problème de travailler à quelques ensemble. Les kits WeDo pour les tout petits qu'on a vus sont 150 $, puis la licence est 50 quelques, je pense. À 200 $, on s'en tire pour un ensemble. Ça paraît dispendieux, mais je le répète, les retombées là, sont énormes. Michel, est-ce que le programme d'achat d'équipement budgétaire couvre des produits? Oui, périphérique, la mesure budgétaire TIC. Au lieu d'acheter des ordinateurs en supplément, ben, vous pouvez acheter des kits en informatique. Oh, encore une question? C'est pas une question, c'est juste faire du pouce sur ce que la madame a dit. À notre commission scolaire, nous, on a acheté 8 kits de NXT, 8 kits RCX, puis 14 kits de WeDo, je crois. Puis on les prête à le coût d'un mois à une enseignante ou à une école. Oui, il y a fait aussi. Des kits pour amène à la commission scolaire. En secondaire 3, tu as le cours AST, Applications scientifiques et technologiques, qui utilise les ensembles NXT. Fait que déjà au primaire, là, on leur montre. Il y aurait des liens à faire aussi, mais en mathématiques, il y a des profs aussi qui commencent à travailler avec les kits NXT au premier cycle du secondaire. Fait que là, le partenariat sera encore plus facile pour ça. Michel, on a eu une question
nous, sur le récit du préscolaire Oui, pour le premier cycle. oui, mais je l'ai essayé au préscolaire. C'est pas évident. Ça prend des parents parce que juste une petite image, j'étais dans la classe, on attendait les élèves avec l'enseignante, on était assis, les kids de Ouidou sont sur une table. Les petits gars entrent, ils s'en vont sur les tables, il y a les kids de Ouidou, les petites filles s'en vont où est-ce qu'il y a les poupées. Fait que là, il a fallu ramener les filles ensemble. Ça n'a pas été évident. Mais par contre, au premier cycle, première, deuxième année, avec les liens qu'on a fait en maths puis sciences pour ce cycle-là, pas sciences, juste mathématiques pour eux autres, c'est vraiment, là, ça fonctionne très bien. Mais Presco, il faut vraiment là, y aller en atelier puis être très, très près avec eux autres. Merci beaucoup. Alors, merci pour cette grande générosité de tous les intervenants qui sont venus ici présenter ce matin pour cette deuxième partie de la